Bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonne nouvelle ce matin, surtout pour les fans de football. La victoire des Usmistes hier, donc 2-0, ont marqué justement cette victoire des Usmistes lors du championnat d'Afrique des Nations. Nous en parlerons avec de plus amples détails dans cette édition en compagnie de Riyad Belkhadim. Et puis dans cette matinale, nous reviendrons sur cet événement qui a marqué la journée mondiale de l'handicap. La journée internationale de l'handicap, donc qui a été marquée chez nous de différentes manières à travers les 58 wilayas. Mais ici à Alger, une très belle exposition a permis justement à des personnes aux besoins spécifiques de montrer toute leur dextérité, tout leur talent, tout leur bien-être justement dans cette association qui fait office d'école. Il s'agit de l'association Artisanat Espoir que nous avions, dont la présidente ou vice-présidente était parmi nous hier, ainsi que quelques éléments de cette école. D'autres vont prendre leur place ce matin pour justement mettre en relief tout leur talent. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir des mamans et membres de cette association qui témoigneront aussi de leur expérience dans la prise en charge de leurs propres enfants. Donc ce matin, nous parlerons également de cette prise en charge des personnes en situation de handicap, notamment à travers le centre sociopédagogique El Moustaqbal et l'association qui le gère, dont le président n'est autre que M. Mohamed Mouchou, qui sera notre invité ce matin pour aussi apporter son éclairage par rapport à la situation de l'handicap chez nous. Dans cette matinale, nous aurons le plaisir de retrouver également les représentants du club scientifique et estudiantin, le CAP, club l'activité polyvalente de l'École nationale supérieure polytechnique, donc qui organise actuellement, très prochainement plutôt, donc qui lance un petit peu l'appel à candidature pour un concours qui marquera justement cette fin d'année. Cap Talent en est l'intitulé. Et Ryan Ben Khalouf sera parmi nous pour en parler. Dans cette matinale, bien sûr, nous parlerons de Safety Road, c'est-à-dire de sécurité routière avec Hasna Zouberi, qui sera donc de la partie ce matin. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie jusqu'à 9h30 pour ceux qui ne le savent pas. Donc bonjour d'Algérie commence et débute toujours par un point météo. Et voici donc venir les nouvelles du ciel avec la voix d'Amel Laribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bienvenue Amel. Bonne journée. Inch'Allah, bonne matinée. J'espère bien, oui. Voilà, donc on sent en tout cas que l'hiver s'installe petit à petit. La fraîcheur est visible le soir. Oui, tout doucement. Je ne sais pas, on est à Alger, mais Alger n'est pas l'Algérie. Donc qu'en est-il du reste du pays, s'il vous plaît? Mais on aura quelques pluies durant cette soirée, Inch'Allah. Ah, ben tant mieux. Inch'Allah. Tant mieux. Mais quelques pluies, hein, c'est pas énorme. Les agriculteurs vont crier Alléluia. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, donc je vous laisse nous donner en tout cas tous les détails à travers justement les cartes qui vous font face. Allez-y, s'il vous plaît, merci. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera partiellement voilé, d'ouest en est, puis deviendra progressivement nuageux, mais en cours d'après-midi sur les régions de l'ouest, ces nuages gagneront le centre en fin d'après-midi et des nuages aussi, mais en soirée sur les régions de l'est. Puis en soirée, on aura quelques pluies sur pratiquement l'ensemble des côtes, mais quelques pluies bien sûr. La moitié sud connaîtra aujourd'hui des passages nuageux vers Biskra, également le nord du Sahara oriental. Ailleurs, le temps restera dégagé à partiellement voilé et à noter des zones de sable vers le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures l'après-midi, eh bien, elles vont remonter par rapport à à hier. Eh bien, on aura 20 degrés du côté d'Alger, 23 à Tlemcen, 21 Oran, 18 à Annaba, 17 du côté de Constantine, 19 Tizi Ouzou, 17 à Tiaret. Par contre, elles seront plutôt basses, 14 à Al-Biyad, 15
14 Djelfa Batna. Au sud, 19 degrés Béchar Biskra, 18 à Gardaya, 25 vers Tamanrasset, 24 à Drar Insalah, 27 à Tindouf et 31 à 34 degrés l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et est, mais plutôt agitée sur les côtes centre. Des vents faibles du côté de l'Est, 10 à 20 km/h avec des vents de secteur sud, 20 à 40 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur ouest à sud-ouest et 30 à 50 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Et on finit ce bulletin avec l'éphéméride. Le coucher du soleil se fera aujourd'hui vers 17h32. Et pour plus d'informations, comme toujours, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi. Voilà, on a vu des températures très, très clémentes dans le sud algérien. Exactement. Donc voilà, oui. c'est propice pour les virées, les voyages au Grand Sud. Et Tout dépend s'il n'y a oui. pas de soulèvement de sable aussi. Hein. En cette saison c'est De temps en temps, localisé, ça hein. arrive C'est pas partout. Hein. D'accord. C'est pas partout. C'est pas comme en avril, mars. Là, il y a beaucoup de Voilà, vent de c'est sable. mars, selon mes connaissances Exactement. personnelles, c'est vrai plus que le printemps. au mois de mars, les soulèvements de sable sont beaucoup plus fréquents, mais Exact. aujourd'hui, beaucoup d'agences touristiques proposent des circuits fabuleux, notamment dans la région de Le Gard. oui, tout à fait. Tarim. Illizi, j'allais dire, Janet, donc le Tassili au Exactement. Gard, le Tassili Nadjer aussi, qui sont magnifiques, donc toutes ces étendues dunaires, mais aussi toutes ces villes pittoresques du sud, à l'instar de Gardaya ou encore Djelfa, Larouat, et j'en passe. Donc Timimoun également, C'est et très puis riche. Adrar. C'est vraiment très, Très, riche, très riche, et franchement. voilà, j'espère que vous pourrez en profiter. C'est la meilleure saison en tout cas pour découvrir le sud de notre pays. Exact. Merci encore une fois, moi. Amel, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Je Radia. vous souhaite également une agréable matinée en notre compagnie pour cette première phase. Et bien pour justement vous encourager, voici une première chanson, donc une chanson qui reprend plusieurs titres populaires en Palestine, un medley donc qui est signé Mohamed Youssef et Mohamed Taraq, un duo que nous allons ensemble écouter. يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني ليش دب الحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني ليش دب الحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني والنذر مني نذر
Les plus fidèles savent déjà qu'on avait déjà entamé la discussion hier avec les représentants de l'association donc Artisanat et Espoir, qui donne l'occasion à des graines d'artistes leur donne la possibilité de montrer leur talent face au public. Donc ça se passe à Dar Abdeltif depuis hier. Aujourd'hui, cette exposition qui permet de montrer tout un panel d'œuvres artisanales réalisées par des personnes donc, en situation de handicap. Nous avons justement le plaisir d'avoir et d'accueillir ce matin Amir Mallem. Bonjour Amir. Bonjour. Ça va? Ça va. Content d'être parmi nous? Ah ben moi aussi, je suis contente de te recevoir. Autant que Yanis Chitour. Bonjour Yanis. Yanis est un petit peu enrhumé, on va le laisser. Le temps de dire bienvenue à Madame Bahia Chitour, donc sa maman. Ravie de vous avoir ce matin parmi nous. Merci. Et ravie aussi de recevoir Madame Nabila Mallem, qui est la mère de Amir. Exactement, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Très bien. Donc, que constitue pour vous cette initiative donc, lancée par l'agence nationale, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, donc Dar Abdeltif, qui ouvre ses portes à vos enfants et aux enfants de toutes ces mères qui accompagnent des personnes en situation de handicap? Moi, je suis ravie d'être vue par tous. Le fait d'être invité et vu à la télé, c'est très important. Oui. Les gens auront une vision sur le handicap de nos enfants qui est méconnu par la société. Oui. Personnellement, mon fils, il a un handicap qui n'est pas tellement connu par les citoyens. Très bien, on peut peut-être préciser. Mon fils souffre d'une dysphasie, c'est-à-dire un trouble du langage. Oui. Mais ce trouble du langage est associé à d'autres troubles. Il ne vient pas seul. Il n'arrive pas. Déjà, il n'a pas parlé très tôt. À l'âge de 5 ans, il n'avait pas un bagage fourni. Il avait quelques mots. Oui. Il disait quelques mots. On a dû l'insérer dans un établissement. C'était pas un établissement scolaire, c'était une association. Oui. Cette association a été ouverte par une maman qui avait également un enfant en situation de handicap. Très bien. Par la suite, il a commencé à parler, on va dire, distinctement. Pour moi, c'était distinctement. Pour la maman, c'était distinctement. À 9 ans, exactement. Il a dû être suivi par toute une équipe pluridisciplinaire de psychologues, d'orthophonistes, etc. Voilà, mais le handicap, le trouble du langage ne vient pas seul. C'est-à-dire qu'il a de la difficulté à s'exprimer la société. Oui, ça engendre. Absolument. J'imagine un petit peu qu'il est peut-être réservé, un peu très réservé, retiré. Il se retire, il est introverti. Un peu moins depuis une année, vous me disiez. Oui, je vous en ai parlé hier à la radio. Une fois, maintenant, je suis vraiment étonnée qu'il soit là aujourd'hui déjà. À la maison, il n'arrive pas à s'exprimer avec ses parents. C'est lui qui a demandé à venir? C'est lui qui a voulu? Non, on lui a proposé, il n'avait pas dit non. Il a dit oui. Il n'a pas dit non. Voilà. D'ailleurs, moi, je suis étonnée. Ami, tu es content de voir la télévision de plus près, non? Ouais. De voir un peu comment ça se passe dans les coulisses, de rencontrer les techniciens. Ouais. Voilà, donc... Et puis, au niveau de Dar Abdeltif, vous avez rencontré un public intéressant hier? Oui. Voilà, Djaou Bzaf? Bzaf. Oui, très bien. Donc, donc, quels sont les travaux que tu as présentés à ton public hier? Les pochettes. Très bien. Et la musique et la peinture. Très bien. On a montré ta pochette hier, elle est magnifique. Donc, le travail sur le cuir, c'est facile, c'est pas difficile? C'est facile. D'accord. C'est pas difficile, c'est facile. Très bien. Et il leur arrive aussi, donc je vais demander à Madame Chitour si son fils, autant que le vôtre, participe aussi à l'activité sportive. Parce que cette association, donc Artisanat Espoir, n'offre pas que cette opportunité de découvrir des métiers d'art, mais aussi la possibilité de s'épanouir. Absolument. Donc est-ce que les séances de sport plaisent à votre fils, Madame Chitour? Oui, depuis quelque temps, depuis l'an dernier d'ailleurs, il est à sa 2e année au niveau de l'association et il l'a initié au basket, donc avec tout le groupe, avec Handisport exactement. Et puis on lui a même appris à faire du vélo, donc il fait un peu de cyclisme les week-ends avec son père, donc il arrive quand même à faire quelques circuits. Ça lui fait énormément de bien. Prochainement, je pense qu'ils vont peut-être les mettre en natation. Excellent. Donc ça sera quand même une bonne activité complète. Yanis, ça va?
Oui, Ah bah, ça va. Très bien. Donc, entre le cyclisme, le vélo et le basket, qu'est-ce que tu préfères le plus? Le vélo Le vélo, pourquoi? pour faire le stade du 5 juillet Ah, bah parce à que Benaknoun. c'est génial, parce que c'est vrai que c'est grand, il y a beaucoup d'athlètes là-bas. Et tu connais Shahra? Ouais. Shahra Dra. Elle aussi, elle fait du vélo. Vous savez, Oui. j'espère que je travaille bien les mosaïques en fenêtre, et puis la peinture en table, et puis les pochettes et les cinq, et puis de la peinture en fleurs rouges, et puis la porte casse-bas. Oui, Très bien. très Donc, bien. il aime la couleur, le dessin, ça se oui, il voit. aime le dessin. Il préfère en parler, d'ailleurs, mais il aime aussi la musique, d'où la présence de ce synthé face à lui. Exact. Depuis combien de temps il pratique Il a commencé quand même assez tôt. Il a commencé bien sûr par travailler le solfège avec une prof. Depuis 2017, il me semble, il s'est mis au piano avec. D'ailleurs, je dois le citer, Hamza Bilal, qui est quand même quelqu'un qui a accepté de prendre en charge un enfant en situation de handicap, ce qui n'a pas été évident avec les autres. Quelles Donc, sont il a les su le- difficultés, justement, de Yanis? Yanis, il est autiste. Très Donc, il a traversé à peu près le même parcours que Amir, dans le sens où il n'était pas verbal quand il était petit. Il se renferme. Les autistes ont tendance à se renfermer. Ils sont dans une bulle. Il est difficile de les sortir de la bulle. Parfois, on est obligé de plonger dans la bulle pour avec les eux, ramener j'imagine. avec nous. Donc, il a fallu quand même pas mal d'années pour pouvoir quand même sortir quelques mots. Il n'était pas verbal, donc on lui a appris à parler, Mais il a quand même lire, réussi à apprendre le écrire. solfège, Il a appris le solfège, à- il a des capacités extraordinaires. à pour- ressentir voilà. l'harmonie de la Effectivement, musique. voilà. Donc Oui. c'est un travail quand même de longue haleine. Il faut un suivi quand même, il faut beaucoup de sacrifices. Et Il a tenu à jouer ce matin pour nous. oui, parce qu'il On va aime lui bien, demander de il le aime faire, bien peut-être. qu'on l'encourage, il Oui. aime être valorisé, il aime être applaudi, il aime ressentir que Moi, qu'on je suis aime ce qu'il prête à fait. l'écouter. En tout Qu'on cas, aime ce qu'il fait, oui. on est ravis de t'avoir avec nous ce matin et on aimerait entendre quelque chose. Yanis, si tu tu veux peux bien jouer jouer un petit morceau pour nous tout de suite. Oui. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce que tu vas jouer? Carnaval de Venise. Carnaval de Venise. Très bien. Voilà. Il y a un problème de... De retour. Oui, on va demander à la régie de nous donner un petit retour parce que c'est vrai que le son. Voilà. On n'a pas le son, nous. Allez. Ah, le temps qu'il y ait. Allez-y, jouez, Yanis, on va faire un petit essai. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Bravo, bravo, merci beaucoup Yanis. Ça a égayé notre plateau du coup. Ça a rajouté cette note très chaleureuse. Vive la musique. En tout cas, son premier public, j'ai l'impression, ce sont ses figurines. Oui. Je pense qu'il ne s'en sépare jamais. Il les avait à la main tout à l'heure. Oui. En fait, ça le rassure Ça d'avoir déstresse, ces oui. figurines parce qu'il est un peu très attaché au monde virtuel, donc le monde de Disney, les mangas, Marvel, et tout les le mangas. voilà. Et donc il a une grande culture. Ouais, il est dans l'air du temps. Il est dans l'air du temps. Il est vraiment, il vit sa jeunesse. Absolument. Comme tous les jeunes, Absolument. effectivement, Donc là, qui sont friands de tout, ces enfin, choses-là. des jeux vidéo également. Oui. Donc il est à jour, on va dire. Voilà. Très bien. Depuis une année, votre fils Amir a rallié cet atelier qui est dirigé par Madame Dra et ça lui a peut-être ouvert une fenêtre. Vous me disiez que son enthousiasme a redoublé depuis. Absolument.
Je tenais à dire qu'il n'est pas là depuis une année, il était dans cet établissement, Oui. si on peut dire, il était dans cet établissement depuis 2005. D'accord, On s'est un petit peu retiré pour voir ailleurs. d'accord. Je voulais absolument l'insérer dans un milieu normal, entre guillemets normal, mais c'était difficile son insertion. Vous avez essayé quoi? Un J'ai centre de essayé formation? centre de formation professionnelle. J'étais son auxiliaire pratiquement pour lui donner, filer un coup de main tous les jours, mais je sentais qu'il n'était pas épanoui. D'accord. Là, je suis revenue vers cet établissement, vers cette association. Et puis le matin, c'est vraiment un jeune homme qui est très épanoui. Le fait qu'il se lève le matin et qu'il soit rayonnant, souriant, il se prépare le plus normalement du monde, pour moi, c'est déjà un aboutissement. Très bien. Je parlerai Là, également le jour où il part, c'est la séance de sport. Il est très Le mardi, tu es content, Amir? Ah. Le mardi particulièrement, pourquoi? Non, donc 3 fois Trois par semaine. fois par le semaine, le vendredi, sport. le samedi et le Donc mardi. voilà, le mardi, il paraît que tu te lèves très tôt, tu te prépares vite et tu es Il est tout pressé d'y content. aller. Ouais. Bon voilà, il est quand même réactif et alhamdoulilah, vous dites qu'il s'épanouit bien parmi ses amis. On sent que Yanis aussi est très à l'aise avec l'art voilà, il fredonnait déjà le prochain air qu'on entendra dans un petit instant. Mais j'imagine aussi que ça a été un parcours du combattant pour vous, n'est-ce pas? C'est difficile quand même, Oui. l'insertion, l'inclusion de vos enfants. Ah oui, c'est clair que c'est un combat Quotidien. mais au quotidien. Je crois que c'est même pas fini. Hein. On ne peut pas lâcher. De toute façon, donc, je parle de l'autisme. Si on lâche, il vous lâche. Donc il faut toujours maintenir toujours en éveil. Et en effet, donc, le combat a été lent depuis l'annonce du diagnostic depuis l'âge de 2 ans et demi. Et là, ça va faire... Oui. Là, il en a 20. Il a 20 ans, donc c'est quand même au moins 18 ans de combat acharné contre l'autisme et pour l'insertion surtout. Parce qu'il y a eu des exclusions de la société, du scolaire, etc. Ça ne nous a pas empêché de lui apprendre à lire et à écrire. Il a quand même acquis quelque chose d'important. Oui. Et par la suite, là, Yanis, il ne va pas se perdre. Il sait lire les consignes, il sait lire les notices. Il sait écrire Et là, il aussi. sait écrire. Il a même appris l'anglais en tant qu'autodidacte. Il a appris seul, grâce justement au visionnage des jeux vidéo. Oui, ça a initié beaucoup d'enfants à l'anglais, effectivement. Il a pu quand même apprendre l'anglais et c'est un grand passionné de la culture anglaise. Oui, et puis donc voilà, le ludique, ça permet énormément de choses. L'apprentissage est plus facile. C'est ce qu'on essaye de faire dans les centres socio-pédagogiques. C'est ce qu'on essaye de faire à travers l'expérience justement de cette association Artisanat Espoir qui permet aux enfants de s'épanouir, de s'exprimer, de montrer leur savoir-faire, voilà, tout en s'amusant. C'est-à-dire que c'est assez ludique quand même de fabriquer des objets, de toucher à la couleur, à la matière. Ils travaillent sans stresser. Oui. Ils sont dans la joie et la bonne humeur, on va dire, parce que c'est des travaux artistiques, donc la mosaïque, il y a une bonne ambiance, très conviviale, ils sont tous autour de la table, ça travaille, ça rigole, ça discute. Et on échange les tessons, on échange les couleurs. Ils ont pratiquement le même handicap, ils sont en famille. Oui, ils sont c'est pas ça. rejetés, il n'y a pas de problème de quelqu'un qui rigole après cet enfant ou quoi que ce soit. Parce que là, quand ils sont avec des gens normaux, ils sont introvertis, ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais là, ils sont en famille entre eux, donc ils sont très bien, ils s'expriment. Très bien. Donc en tout cas, il s'exprime, même si, par exemple, Amir n'est pas très loquace, il n'aime pas trop parler peut-être, mais il aime bien fabriquer des choses, travailler avec ses mains, tous ces objets qu'on va découvrir. On te voit à l'atelier, tu peux voir les images, Amir. Hein. Oui. Voilà, ça c'est votre atelier, c'est là que vous travaillez. Ou alors c'est Dar Abdeltif plutôt. Voilà, là ce sont les objets. Oui. Très bien, ce sont tes sacs, tu reconnais tes sacs? Oui. Ah bah génial. Ça te prend combien de temps pour faire un sac? Une semaine à peu près. Voilà, Semaine, une semaine, il y a une des semaine. petites pochettes qu'on voit.
C'est de la maroquinerie fine, hein, parce que vraiment c'est exploitable, c'est commercialisable, donc on peut facilement les vendre. Et d'ailleurs, cette exposition, c'est une expo-vente qui est destinée à leur redonner dignité et fierté. Effectivement, parce que tous les objets qu'on verra à Dar Abdeltif jusqu'à la fin de cette journée, parce que c'est la deuxième et dernière journée de cette exposition, sont destinés à la vente. Et cette vente va permettre à ces enfants d'avoir d'abord un argent propre. Et voilà, comment vous vivez la chose, vous, en tant que maman? Bon, nous, on est ravis qu'il y ait cette exposition, d'être vus par les médias, d'être vus par les gens. Et notre but ultime, c'est de les insérer dans la société, avoir plus tard, vivre par cette passion. Vu qu'on ne peut pas les scolariser ou qu'ils aient des postes de travail comme les gens normaux, on aimerait bien qu'ils aient des postes de travail, les insérer dans la société, ouvrir par exemple des locaux où pourront vivre de leur passion. Oui, absolument. C'est ça le but ultime. Absolument. Donc c'est vrai que cet apprentissage doit être ciblé. Et c'est ce que essayent de faire certaines associations, c'est de détecter le talent de chacun, de le développer, de leur donner l'opportunité d'exister à travers leur aptitude. Oui, tu veux dire quelque chose, Yannick? J'espère que je travaille bien des mosaïques. Oui, je sais que tu Qu'est-ce que Il tu est vas attiré par faire la avec mosaïque. tout l'argent que tu vas gagner? Pour faire mon visa. Ah, il veut Parce que je dois y aller voyager. en France Et jusque dans l'année 2024. Très bien, donc je te souhaite vraiment de faire un beau voyage. Il aime économise voyager. pour Et puis voyager. l'Angleterre. D'accord. Tu veux découvrir le monde, Yanis? Oui. Très bien. Quels sont les autres pays que tu aimerais visiter? La Tour Eiffel. Ça, c'est la France. on l'a Puis le dit. Big Ben. Oui, très bien. Excellent. Donc, il veut un voyage en Europe. Il y tient. Il y tient, mais j'espère qu'il réalisera. En fait, tous les rêves sont permis, c'est-à-dire que si vous êtes parmi nous, c'est pour aussi dire à toutes ces mamans qui nous regardent, tous ces papas qui nous suivent ce matin, que c'est vrai que le combat est peut-être ardu, mais il n'est pas impossible d'arriver à réaliser des rêves pour ses enfants. Et puis le fait d'être vu aujourd'hui par les médias, par le citoyen, pourquoi pas ouvrir la porte pour d'autres enfants qui sont dans la même difficulté. C'est-à-dire, nous, maintenant, il y a cette association. Nous, on peut se permettre d'adhérer à cette association. Il y a des enfants qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à être insérés. On aimerait bien que les pouvoirs Qu'il y ait publics... plus d'infrastructures. Absolument, pour ces enfants-là. Pour être pris en charge. Parce qu'ils sont capables. Parce qu'ils sont capables. Moi, j'ignorais jusqu'à il y a une année que mon fils pouvait faire de la mosaïque, ou faire de la maroquinerie. Pour moi, c'était... on s'est fixé, on est resté fixé sur l'école, le scolaire. Au bout d'un moment, on ne savait plus quoi faire. Il a même passé 2 années à ne rien faire à la maison, jusqu'au jour où son psychiatre, pédopsychiatre, Dr Cara, d'ailleurs, je dois citer, qui m'a orienté vers cette association. Et là, je commençais à découvrir il a le sens artistique, qu'il a le sens du détail. Très, très adroit, très méticuleux. Donc la mosaïque, il a réalisé des tableaux. Et c'est visible à travers son jeu de piano. Et on est ravis de l'accueillir et de lui permettre justement de montrer ce qu'il sait faire. On va lui demander peut-être de jouer un second morceau avant de se quitter. Tu veux Yanis, jouer? tu peux jouer un deuxième morceau? Partition. Une deuxième partition? On va voir ce qu'il va choisir cette fois-ci. Laquelle tu choisis? Bourré d'Auvergne. Bourré d'Auvergne, c'est qu'il connaît mieux. Allez, on y va. On a besoin du retour, encore une fois, la régie. Le retour. On a besoin d'un petit retour, voilà, c'est bon. c'est bien. Ça marche. Excellent.
Merci beaucoup Yanis. C'était très bien, merci. C'était Yanis Chitour, mesdames, messieurs. Il était à côté de son ami, donc qu'on a présenté également aujourd'hui, donc Amir Ma'allem. Donc Amir Ma'allem a 25 ans, il a 20 ans. Et puis les mamans qui ont tenu à être avec nous ce matin, qui font office d'auxiliaire de vie au quotidien. Absolument. Et qui sont vraiment très courageuses. On vous salue bien bas, mesdames. Et à travers vous, on salue toutes ces personnes qui accompagnent les enfants et qui leur donnent une note d'espoir quand ils sont en situation de handicap. Merci, mesdames, de nous avoir permis de marquer cette journée internationale du handicap de façon très positive, je dirais. Merci infiniment. Merci à vous. Donc, merci à tous ceux qui sont avec nous. Tout à l'heure, Yanis nous parlait de voyage, de vivre et d'échapper belle. Donc, tout de suite, on vous propose une balade très agréable au cœur de Tikjda. Et c'est une visite guidée menée par notre reporter Lamia Boudbouda. Comme chaque week-end, la station climatique de Tikjda est prise d'assaut par des centaines de touristes et visiteurs venus de plusieurs wilayas. احنا دايرين جمعيه اسمها رحلات ريتاج. كل ويكاند نختاروا بلاصه. هذه المره اخترنا تكجدا جينا عليها. مالغري كان الترونسبور شويه يتعب. فاصلنا حبسوا ديمارنا شويه ل 10 ل 11 وصلنا هنا شويه 6 7. ريحنا في الطريق تنفسنا وعاود ديمارينا. مالغري كاع التعب هذاك يروح لك كي تجي هنايا تشوف المناظر تشوف الهواء الثلج حتى الثلج زهرنا ما كانش. معليش بصح الطبيعه كان طبيعه الهواء نقي الله يبارك. من الغوط حنا ولاد حومه كاع مع بعضنا جينا نشوفوا تكجدا اول خطره. وي بصح جينا نشوفوا ثلج بصح ما لقيناش خساره. معليش بصح كاين. وي والو عجبتنا. Ce site féerique, culminant à plus de 1400 mètres d'altitude, est l'endroit rêvé pour la pratique du sport. Dans ces allées tissées d'arbres, on a rencontré Emina Betiche qui prépare les JO 2024 en athlétisme. Amina Betiche, athlète de l'équipe nationale, spécialité marathon. رانا هنايا en stage, préparation pour les Jeux Olympiques, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'ai un footing le matin 14 km et le soir 12 km. Presque chaque jour 30 km. Et des fois des sorties d'un seul coup 30 km. Pour nous, l'essentiel, c'est l'altitude ici. Tikjda est le paradis des randonneurs. Monsieur et Madame Oussessi ont fait le déplacement depuis Béjaïa et comptent bien rajouter quelques kilomètres à leur compteur. Alors, ça se passe bien, on fait de la randonnée, j'imagine, avec tout ce matériel. Je fais de la randonnée, ça fait 3 ans de ça. Toujours dans le même endroit, ici à Tikjda? Non, c'est la première fois que je viens. Et sinon, vous faisiez de la randonnée où? Un peu partout. De côté de Bougie, beaucoup plus, et de Tizi. Oui, c'est très agréable. Oui, on profite. Et c'est bien de marcher. Que vous procure la randonnée, c'est un sport, comme on le sait. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous procure, puisque vous en faites souvent? Dites-moi, les bienfaits de inciter les gens à faire ce sport magnifique. C'est un repos moral et physique. Voilà. Comment appelle-t-on ça déjà? Je perds mes mots, excusez-moi. C'est une thérapie en fait. C'est quoi votre programme? Dites-nous. C'est marcher, découvrir? Marcher, essayer d'aller jusqu'à la neige, mais je ne crois pas qu'on y arrivera. Mais voilà, c'est dommage, on voulait voir la neige, mais on ne l'a pas vue. Mais on reviendra, hein. Quelques flocons de neige ont résisté au grand bonheur de Sophia et Lilia. فرحانة بزاف فرحانة بزاف Tikjda est un joyau naturel et un havre de paix qu'il faut préserver absolument.
Voilà, nous continuons de parler d'handicap dans la séquence qui va suivre avec un autre invité qui vient de s'installer, qui milite depuis beaucoup d'années pour l'inclusion et l'insertion des personnes en situation de handicap, des adultes en situation de handicap en l'occurrence, à travers son association Al Mustaqbal. Al Mustaqbal, c'est plus qu'une association et c'est Monsieur Mouchou qui va nous le dire d'ailleurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Ravi de vous recevoir encore une fois. Merci. Alors, Al Mustaqbal, c'est une association, en plus c'est un centre médico-psychopédagogique. Tout à fait. Voilà. Le centre prend en charge des maladies rares et l'autisme. Alors, quand on dit maladies rares et l'autisme, il faut bien savoir que l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble caractéristique au niveau du cerveau. Pourquoi maladies rares et autisme? Parce que dans le monde, il y a plus de 8000 maladies rares. Alors, 35% des maladies rares, elles ont des traits autistiques. On prend un exemple comme la William Burn, la Hiller-Menstret-François, la séquelle, la maladie de Gaucher, la maladie de Fabry, Prader-Willi, ça, ils ont besoin des séances psychologiques, orthophonie, ergothérapie, psychomotricité. C'est comme un enfant autiste. C'est pour ça que vous les avez regroupés dans ce même nous, centre. on ne prend pas en charge toutes les maladies rares. On prend en charge des maladies rares, des maladies neuro, qui ont un problème neurologique. Très bien. Des troubles apparents sur le plan neurologique. Et vous en connaissez un bout parce que ça vous a pris des années de recherche, n'est-ce pas, Mais bien sûr. Vous êtes auto-formé quelque part pour mieux appréhender ces difficultés parce que vous êtes le père d'un enfant qui présente des troubles. Un garçon et une fille. Oui, un garçon et une fille. Même la fille est atteinte. Qu'ils ont une maladie rare. Ils ont la Hiller-Menstret-François. Alors d'ailleurs, c'est pas bon. Le Hsisen, il est né le 16 septembre 1999. Alors depuis 2001, j'ai pris mon parcours. Vous avez retroussé les manches et vous vous êtes dit, je vais trouver les moyens. Bien sûr, j'ai fait pas mal de formations et d'ailleurs, je suis éducateur spécialisé sur les maladies rares et l'autisme. Je suis président de l'association, en même temps éducateur spécialisé. C'est moi qui je travaille avec des enfants. Bien. Voilà, j'ai fait des thérapies, je suis spécialisé sur l'hyperactivité. Vous décrochez en tout cas, vous arrivez à des résultats probants. Pour beaucoup d'enfants, il y a un épanouissement certes dans ces centres, mais il y a aussi des apprentissages, l'évolution vers une vie normale, une vie, qui leur permet une inclusion dans la société. Franchement, c'est... Pour ceux qui ont les capacités, bien sûr. Non, écoutez, parce qu'un handicapé, l'handicap, qu'est-ce que c'est l'handicap? L'handicap, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire une chose. Alors, si on lui apprend, si on lui donne des outils, on lui donne des moyens, il peut faire n'importe quoi. Je prends un exemple, un handicapé moteur. Le problème de l'accessibilité. Si l'handicapé moteur, il a une chaise roulante électrique, et il a un appart au rez-de-chaussée, il sort de sa maison, hop, il a besoin de personne pour l'aider. Il est autonome. Voilà. Quand il sort le trottoir, il y a un accès. Le café, il y a un accès. Il rentre directement au café, il prend son café, il sort. Les magasins, ils ont des accès. Il rentre dans un magasin, il fait ce qu'il veut, il a besoin de personne. Il peut vivre le plus normalement du monde. Il arrive à l'arrêt de bus, il y a un bus spécial, handicapé. Il monte dans son bus, il n'y a aucun problème. C'est pareil comme un enfant autiste ou un enfant trisomie 21. Voilà, tout est question de commodité et voilà. Franchement, moi, mon fils, il a une maladie, la Hiller-Menstret-François. Il y a moins de 200 personnes au monde. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que les enfants qui sont atteints de cette maladie sont non-verbales, ils ne parlent pas. D'ailleurs, en 2013, on a fait la journée mondiale des maladies rares. Il y avait un professeur belge. Dès qu'il a vu mon fils, il a regardé comme ça, il a dit « Monsieur, c'est votre fils ?» Oui. Il m'a dit « Il a la Hiller-Menstret, parce qu'il connaît la maladie. » Oui, il connaissait la maladie, c'est un expert. Oui. J'ai dit « Oui, bonjour, professeur. » Il m'a dit « Bonjour. » Il parle. Il était choqué. Il était choqué. Est-ce qu'il a développé ses capacités de linguistique? Il parle couramment? Il parle couramment. Il a un langage? Il a un langage, il parle couramment. Maintenant, il a 24 ans. Et il a fait un stage de formation dans un centre professionnel de l'État avec des enfants normaux. Excellent. Il était major de promo.
D'ailleurs, même quand il a eu son diplôme, il y avait même la télévision algérienne qui sont venus, ils ont fait un petit reportage. J'en suis très émue moi-même et j'imagine votre fierté lorsqu'il a décroché son diplôme. Mais bien sûr. C'est parce que j'ai consacré toute ma vie pour lui et pour les autres enfants. Pour vous dire, chez nous, à Al-Mustaqbal, chaque année, parce que notre mission, c'est de préparer des enfants autistes et malades rares pour la scolarisation. Oui. Parce qu'on ne peut pas scolariser un enfant qui a un problème. Il doit être suivi par des professionnels. Et il doit avoir des auxiliaires de vie aussi. Non, ça dépend. Une auxiliaire de vie, pour un autiste, moi, c'est mon avis personnel, hein, parce que j'ai 24 ans sur le terrain. Une auxiliaire de vie pour un autiste, c'est faux. D'accord. C'est mon avis personnel. C'est votre point de vue. Pourquoi? C'est mon point de vue. Parce que dans le monde entier, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des enfants autistes qui étaient accompagnés par des auxiliaires de vie. Par exemple, la maman elle me dit elle est en 5e année. Quand on lui fait le test, elle n'a même pas un niveau de première année. D'accord. Vous le disiez pourquoi? Parce que tout simplement, un enfant autiste, et quand il a un accompagnateur, il ne se débrouille pas tout seul. D'accord, donc il compte beaucoup sur son auxiliaire de vie. Il compte beaucoup sur... D'ailleurs, la plupart des mères des enfants autistes, qu'ils gâtent son enfant, c'est normal. Alors tu le trouves qu'à chaque fois, c'est la maman qui fait... On ne le sert pas comme ça, on ne le sert pas. Effectivement, je comprends votre point de vue. Voilà, moi, pour mon fils, c'est le contraire, c'est tout à fait le contraire. C'est maintenant, quand il sort il n'a aucun complexe d'infériorité. Il est fier, même des fois, dans des émissions de télé et tout, il est avec moi, je parle de sa maladie, il est... oui, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas parce qu'il a accepté sa maladie, voilà, il a dépassé son handicap. Il mène sa vie le plus normalement du monde. Très bien, parce que c'est ça, c'est leur donner les outils pour dépasser cet handicap et l'accepter. C'est la bonne prise en charge. Comme par exemple, je parle toujours de l'autisme parce que je suis spécialisé dans l'autisme. Alors, un enfant autiste, on ne peut pas scolariser un enfant autiste. On va juste éteindre le téléphone si vous le permettez, parce qu'on pensait l'avoir fait tout à l'heure, mais bon. Ouais, des fois on n'appuie pas là où il faut et c'est pas grave. Oui, allez-y. Un enfant autiste, comme je l'ai dit, on ne peut pas scolariser un enfant, il faut le préparer d'abord. Qu'est-ce qu'on fait dans notre centre? Quand on fait le diagnostic, parce qu'on a toute une équipe pluridisciplinaire, on a des professeurs et des médecins, ils sont conventionnés avec nous. Alors, quand on fait le diagnostic à l'âge de 18 mois, 15 mois, 20 mois, 24 mois, 2 ans, on lui donne des séances individuelles, 2 fois par semaine, pour mieux connaître l'enfant et ses capacités et tout, jusqu'à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, on a des classes. On a 5 classes. Il y a une classe d'éveil 1, éveil 2, préscolaire, première année, et une autre classe de stabilité. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a des enfants, par exemple, qui viennent chez nous à l'âge de 9 ans, 10 ans, ils étaient dans d'autres centres, d'autres associations et tout. Malheureusement, ils n'ont pas eu la bonne prise en charge. Alors, oui, parce que certains doivent être pris en charge à l'âge de 3 ans, 4 ans minimum. Je ne peux pas lui dire que ça y est, ton enfant il a 10 ans, ça y est, je ne peux rien lui faire. Non. Oui. Il faut toujours, on les prenne. Mais est-ce que l'école tient compte de l'âge justement pour les autistes? Voilà, je vais parler de ça. Alors, quand on prépare, il y a la classe éveil 1, qu'est-ce qu'on apprend pour l'enfant, c'est l'éveil 1, c'est l'autonomie. Comment il va aux toilettes tout seul, comment il mange tout seul, comment il s'habille tout seul. Très bien, donc l'autonomie, c'est ce que ça veut dire. Donc, il n'a pas appris. Il ne peut pas aller à l'éveil 2. Après l'éveil 2, on commence à lui apprendre des mots, des lettres, des chiffres, des phrases. Après, il va au préscolaire. Le préscolaire, c'est... c'est les petites bases. Voilà. C'est les petites bases, effectivement. Après la première année, nous, on ne scolarise pas les enfants. On le prépare pour la scolarité. Un enfant autiste, il faut pour qu'il comprenne quelque chose, par exemple un enfant normal, et quand tu lui dis quelque chose,
Une seconde, 2 secondes, ça y est, il a pas. Mais l'enfant autiste, il peut faire jusqu'à 5 minutes pour comprendre ce que tu... Voilà, et parfois, il faut être répétitif. Voilà. Alors, il y a des aussi, enfants, donc, par exemple, il ne faut pas leur donner une phrase complète. Par exemple, quand tu lui dis « Adam, va au frigo, tu amènes la bouteille de l'eau ». Non, tu lui dis « Adam, va au frigo ». Quand il arrive, ouvre le frigo, prends la bouteille. Séquencer un petit peu la communication. Très bien. Donc, j'imagine que les outils que vous mettez en place sont nombreux. Je sais que voilà, sur le plan pédagogique, c'est très bien pris en charge, mais vous essayez aussi de travailler le côté psychologique de ces enfants, leur donner de l'assurance et leur faire goûter à la vie. Et c'est ce que vous essayez de faire à travers des activités ludiques. Excusez-moi, un petit chat. Je finis ma phrase, tant mieux. Donc vous pouvez répondre, allez-y. Alors, sinon, quand je vous ai dit déjà, bon, on le prépare pour la scolarisation. L'enfant, même s'il faut refaire l'année, comme par exemple, je prends un exemple de ma fille, Zineb. Maintenant, elle a 16 ans, elle est en 4e année primaire. Très bien. Parce que l'âge, ça n'a rien à voir, c'est l'âge mental. Très bien, l'essentiel c'est qu'ils suivent leur cursus. Voilà, l'essentiel que maintenant, elle est en 4e année primaire, elle a le niveau de 4e année primaire. Excellent. Croyez-moi, il y a des familles qui amènent leurs enfants, et me disent, en 5e année, quand on lui fait le test, il n'a même pas le niveau préscolaire. D'accord. Alors c'est ça le problème. Parce que cet enfant-là, on croyait qu'on l'aide quand il est, par exemple, il est scolarisé dans une école normale. Non, on ne peut pas le scolariser dans un. Il faut le préparer d'abord. Absolument. Alors, chaque année, il y a 2, 3, jusqu'à 4 enfants. On va les faire entrer dans des classes normales. Excellent. Voilà. Maintenant, depuis 2014 jusqu'à on est en 2023, on a scolarisé plus de 50 enfants. Ouais, des enfants. C'est pas dans des classes spéciales. D'accord. Je précise bien. Dans des écoles normales. Dans des écoles normales avec des enfants avec normaux. Un cursus normal. Voilà. Excellent. Et je sais que vous jouez, je le disais tout à l'heure, vous organisez beaucoup de déplacements en équithérapie. Voilà. Voilà. Non, on a notre ferme. D'accord. On a une ferme pédagogique. On a une ferme pédagogique, on a des chevaux, on a des animaux, on a des petits canards, on a des coqs, on a des lapins. Parce que cette ferme, pourquoi la ferme pédagogique? Chaque enfant, il a le droit de 2 fois par semaine. Ou le Mindec, 1 fois par semaine, parce qu'on a un problème Une immersion dans la nature. Voilà, dans la nature, parce que la plupart des enfants autistes, ils ont le problème d'intégration sensorielle. Ils ont le problème sensoriel. Alors, quand il arrive à la ferme, il touche par exemple les herbes, il touche la terre, il touche le lapin, il touche le canard, il touche le cheval. C'est des thérapies. Absolument. En plus de ça, on fait de l'équithérapie. On ne fait pas d'équitation, c'est pas d'équitation, c'est de l'équithérapie. Avec des chevaux, on a une petite piscine, on fait de l'hydrothérapie, on organise des barbecues avec des choses simples. Oui, absolument, mais c'est ça, c'est ces choses simples qui font qu'on apprécie la vie, on s'épanouit, on a le sentiment d'être comme tout le monde après. Même si des fois, on va à la ferme, on prend la galette avec des tomates. Oui, très bien. Tout simplement. Oui, bien sûr. C'est la vie tout ça. Alors, la ferme, on cultive des légumes. Il y a des potagers. Des légumes bio. On a la ferme, elle est 2 hectares et quelques. Il y a 1 hectare spécialement pour cultiver les légumes. Excellent. Alors c'est le centre, parce qu'on a plus de 50 enfants qui viennent de 8h30 jusqu'à 16h. Ils ont le déjeuner. Le petit déjeuner qui est compris dans la prise en charge. Le déjeuner. Alors, c'est une bonne pension. Après, cette ferme, plus tard, parce que les enfants maintenant, la plupart ils ont 11 ans, 12 ans. Après, les enfants, voilà, ça c'est... Oh ben voilà, vous avez parlé de manger, ben voilà. Non, parce que moi personnellement, ça c'est ma passion. Ma passion c'est de... Vous avez aussi un autre talent, celui de cuisinier. Par exemple, le poisson, je n'ai pas confiance de le donner aux femmes pour le préparer. Vous le faites vous-même. Voilà, moi-même. Voilà, parce que chaque fois qu'on amène le poisson pour les enfants, et j'ai eu de la chance parce que avant, j'avais un petit magasin de poissons. Oui, voilà. D'accord.
Alors, là, vous leur montrez un petit la peu. pizza, voilà. Ils touchent à la pâte à pizza. Ça les amuse de faire de la pizza avec vous? Mais bien sûr. C'est génial. Bien Donc, sûr. Tous les enfants, ils n'aiment pas bien la pizza. Alors, ça, c'est. Alors, quand l'enfant il est au centre, chaque enfant, il a un don, fait quelque chose. Parce qu'il y a des enfants qui aiment bien la cuisine. Il y a des enfants qui aiment, je sais pas, dessiner. la poterie, dessiner. Toucher, voilà. Alors, nous, maintenant, on a fait une association, après un centre psychopédagogique, après une ferme pédagogique. Maintenant, on a un projet de CAT, l'ESAT. D'accord. Établissement spécialisé d'aide au travail. Ça, on va louer un grand garage, on va les partager, on va faire des ateliers. Alors, chaque enfant. Oui, pardon, oui. Alors, chaque enfant, ça dépend de sa passion. Oui. Alors, l'enfant, fait le Moustaqbel, il vient depuis l'âge de 3 ans. On a un projet jusqu'à la fin de sa vie. Parce que il faut penser à un enfant autiste. On ne parle pas, bon, si on parle d'un enfant autiste, parce que il y a trois genres de l'autisme. Il y a l'Asperger, c'est un autisme à haut niveau. Il y a le classique, c'est un autisme léger. Il y a le sévère. Nous, ici en Algérie, la plupart des enfants, ils ont l'autisme sévère. D'accord. Pourquoi? Pas évident. Parce qu'avant, l'autisme n'était pas connu. Alors, ils n'avaient pas le diagnostic précoce. Oui. Vous avez toujours combattu pour ça. Il n'a pas eu une bonne prise en charge. D'accord? Alors, c'est pour ça que la plupart des enfants ont de l'autisme sévère. Ils ont des difficultés à s'adapter voilà. et donc c'est pour vous encore plus difficile de les insérer, de les aider à cette phase d'adaptation. En tout cas, on ne pourra pas tout dire par rapport au centre. Ce que j'aimerais aussi que vous évoquiez, c'est cette rencontre de Del Ibrahim hier. Oui. À l'occasion de la journée mondiale justement du handicap. La journée mondiale, c'est avec les droits de l'homme, surtout les droits de l'enfant handicapé. Si on parle du droit, il est temps de penser, parce que la plupart des parents, bon, peut-être par ignorance, à chaque fois, ils réclament ils disent qu'il faut scolariser nos enfants dans des écoles normales. D'accord. Franchement, là, comme un père d'un enfant autiste et maladie rare, par ma modeste expérience de 24 ans, je pense que, au lieu de dire, de solliciter l'État de scolariser des enfants dans des écoles normales, c'est le contraire. Il faut penser à créer des CPP, des centres psychopédagogiques. Très bien, adaptés à leur, à leur situation, à leur handicap. On ne peut pas scolariser un enfant autiste. Un enfant autiste, il est plein de stéréotypes, il est non-verbal. Il ne peut même pas assis dans une chaise pendant 30 secondes. Comment voulez-vous qu'il soit parmi des enfants. En plus de ça, quand il s'agit d'un enfant qui a un problème, il doit être. Quand on a par exemple mal au ventre, on doit avoir un médecin. C'est Absolument. Bon, non, je comprends votre idée, M. Moutiou. C'est vrai que des centres adaptés seraient préférables pour cette tranche, mais tout en leur faisant le cursus normal. C'est-à-dire, mais à leur rythme, avec leurs spécificités, avec leurs difficultés, avec la prise en charge psychologique qui va avec. Mais j'espère en tout cas que votre message passera très bien, donc à travers notre lucarne, et qu'il aura écho. Mais on développera peut-être ces idées une autre fois, M. Moutiou. Mais en tout cas, merci de nous avoir permis de parler de votre centre psychopédagogique, donc qui se trouve à Ain Beniel, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche et qui ne le savent pas. Donc voilà, vous y travaillez depuis pas mal d'années et vous réussissez en tout cas le coup d'insérer nos enfants dans des écoles normales, bon, après toute une phase d'adaptation au centre. Merci infiniment pour ce témoignage et j'espère que vos appels trouveront écho en tout cas. Inch'Allah. Merci Monsieur Moutiou. Donc je rappelle que vous êtes le président de l'association Al-Mustaqbal et le directeur du centre. Non, vous n'êtes pas le directeur, d'accord. Vous n'êtes plus le directeur. J'ai nommé un autre directeur. Eh bien, bravo. C'est M. Ouhadjoul Mohamed Lamine, c'est un psychologue clinicien, il a un master 2.
Et en tout cas, à travers vous... On a laissé la place aux jeunes. Excellent. En tout cas, on Voilà. salue tous les jeunes et tous les moins jeunes qui travaillent avec et vous. je salue toute bonne équipe, l'équipe Al-Mustaqbal, qui font un très très grand travail. Ça, on le reconnaît. Bravo à vous, l'équipe Al-Mustaqbal. On le reconnaît. En tout cas, c'est vrai que c'est une manière d'aider toutes ces personnes. La prise en charge des personnes en situation de handicap n'est pas aisée, n'est pas facile. Les amener jusqu'à la scolarité, ce n'est pas facile. En tout cas, dans ce reportage, nous allons le sentir davantage avec la voix justement de Belhaïja Yasmine, donc, qui nous a préparé un reportage sur l'insertion des enfants en situation de handicap dans les milieux scolaires. Et c'est parti. L'éducation et l'enseignement sont un droit pour tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap. À l'école Mohamed Bada, on trouve des classes spécialisées pour les enfants trisomiques. Un cadre sécurisé, confortable et des maîtresses qualifiées. L'éducatrice, elle doit être formée. Nous, on est diplômés, des formations en éducation en petite enfance. On a les stages pratiques. Avec l'expérience, tous les travailler معاهم, et on apprend beaucoup même l'enseignante. C'est des orthophonistes, donc tu vas vraiment... Et on fait notre petite recherche en parallèlement, où l'association des petits séminaires, des congrès, elle nous ramène des spécialistes. Donc on essaie de s'améliorer tous les jours. عندي ماستر أورثوفوني باثولوجي دو لونغاج اي دو كومونيكاسيون أمراض اللغة والاتصال. التحقت بالجمعية هذه وأنا اللي نخدم فيها بون ساعدتني باسكو شغل لي تريزوميك أنا كنت ديجا قريت عليهم ودرت الميموار ديالي عليهم. الميموار تاع الماستر درتها على لي تريزومي ثم كملت معاهم. Avec une prise en charge spécifique et personnalisée, les enfants apprennent avec des méthodes et un rythme qui leur convient. L'initiation à la lecture, à l'écriture et aussi les calculs représente l'objectif principal des maîtresses et des éducatrices. تفاصيل أنا كثرتها نستعمل معاهم الملموس شغل الكتيبة شوية عندنا باغ اكزومبل كيما الحروف العجينة يمسوا هذاك الحرف ملح كي يكون خارج شوية كيما الكتيبة ندير لهم نقاط يتبعوا بيديهم هذاك النقاط توجور نستعمل عفايس الملموسين أكثر من الكتيبة فهمتيني كيما الحسابات نستعمل توجور القرايصات والخشيبات دائما هادوك اللي نستعملهم واشاك فنعاود لهم وعندي شاك فان سيمان عندهم يدوا البروغرام اللي درناه كامل في السمانه يدوا للدار يخدموا خدمتهم مع الاولياء ديالهم. Là, on se partage les tâches. La matinée, c'est les cours, c'est l'apprentissage avec l'écriture, la lecture et tout ça. Ou la chia, c'est on renforce le cours de la matinée. Par des activités, des jeux de psychomotricité et tout ça. Voilà, donc en gros, c'est un travail complémentaire. L'un ne peut pas se séparer de l'autre. L'enseignante et l'éducatrice, c'est un travail complémentaire. كي بدينا كي دخلوا في عمرهم 7 سنين بدينا لهم مرحلة ما قبل التمهيدي قرابها عام ونص قبل البريسكول التمهيدي ايفاي اللي احنا نقولوا لها ايفاي كان عندنا بروغرام كتابات جبناهم من عند الجمعية عطوهم لنا جمعية آنيت الجمعية الوطنية للإدماج المهني والمدرسي تاع الأطفال تريزوميا ومن بعدها كان عندنا التمهيدي تحضيري قرينا فيه ثاني عام ونص البروغرام كيف من عند الجمعية هما اللي عطاونا كتابات ومن بعدها من ثم انتقلنا سنة أولى كيف عندنا عام ونص فيها هذاك العام ونص نقراو بالكتابات تاع المدرسة 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Grâce à la pédagogie appliquée par l'école et les efforts des enseignantes qui sont spécialisées, les enfants en situation de handicap se sentent désormais intégrés en milieu scolaire. Faut pas oublier que les enfants à besoins spécifiques peuvent étudier, réussir, mais surtout avoir une vie normale.
En tout cas, au-delà de la scolarité, on salue toutes les entreprises qui ont ce courage d'insérer des éléments, des éléments dans leurs équipes qui présentent justement un handicap, de différents handicaps, à l'instar de nos amis du laboratoire qui est parrain de cette exposition que je vous invite à visiter. C'est à Dar Abdel Latif et c'est une exposition qui permet de vendre et de voir aussi le savoir-faire des enfants de l'atelier et de l'école initiée par l'association Artisanat Espoir, en tout cas parrainée par un laboratoire qui a eu le courage d'engager 3 autistes. En tout cas, j'espère qu'elles seront nombreuses, ces entreprises, à penser à prendre comme standardiste une personne aux besoins spécifiques ou d'autres postes d'emploi qui pourraient être adaptés à leurs besoins. En tout cas, on est ravis ce matin de parler de la continuité d'une scolarité. On est déjà dans le cycle universitaire avec une école qui est des plus actives à travers notamment ces clubs scientifiques. Nous citerons donc le CAP qui appartient à l'école nationale polytechnique d'Alger. Donc bienvenue à celui qui la représente ce matin, Ryan Ben Khanouf. Marhaba bik et bienvenue. Merci pour l'accueil, madame. Voilà, on est ravis de vous recevoir ce matin. Donc rappelez-moi, vous êtes en quelle année ? Donc, je m'appelle Ben Khanouf Ryan, je suis en première année du cycle ingénieur, spécialité QHSE et gestion des risques industriels au sein de l'École nationale polytechnique. Et je fais partie aussi du club des activités polyvalentes, tout court le CAP, et je fais partie du département information et technologie, IT. IT, donc ça vous fait combien d'années de pratique au sein du CAP ? C'est ma 2e année. 2e année, oui. Très bien, d'accord. Donc on peut dire que vous êtes en 4e année de Polytech. Je suis en 3e année. 3e année Polytech. Première année du cycle. 3e année Polytech, mais première année dans un autre cycle. Oui, voilà, vous avez dépassé la première phase. Alors voilà, dans cette école, il y a toute une dynamique, des événements qui sont organisés régulièrement. Et puis là, vous êtes en phase d'entamer une nouvelle expérience, une première édition pour un concours. Pour un nouveau événement, Inch'Allah. Donc, le CAP, commençons par le définir. Le CAP est un club universitaire étudiantin créé par des polytechniciens en 2010 à l'École nationale polytechnique. D'accord. Connu par sa variété dans plusieurs aspects, par exemple l'aspect caritatif. Oui. On a organisé plusieurs événements comme le Charity Trip et le fameux Charity Festival qu'on a fait cette dernière été. Oui, c'était l'été, dernier. Oui. D'ailleurs, on en avait parlé dans cette émission. On a aussi l'aspect culturel. On a organisé récemment un événement qui s'appelle Art Day à l'École nationale polytechnique, dans lequel on a des expositions d'art et tout ça. Voilà, des œuvres réalisées par les étudiants eux-mêmes. Oui, c'est ça. Voilà. Et on a invité plusieurs étudiants dans plusieurs universités à aller voir et tout, et passer une bonne journée. Oui. On a aussi l'aspect scientifique. Dans l'aspect scientifique, on est en train d'organiser un événement, un hackathon qui s'appelle DevCamp. C'est une compétition de programmation. Et les gagnants vont être pris, Inch'Allah. Très bien. Ils seront retenus pour quel... C'est-à-dire, ils vont... C'est un hackathon, une compétition pour programmer un programme, Inch'Allah, avec l'intelligence artificielle. Très bien, très bien. Et puis, indépendamment de cela, on vous a vu dans le Recrutech tout récemment, donc cet événement qui est consacré à l'emploi, à la préparation des étudiants à la vie active par la suite, le recrutement entre autres. Et donc ça aussi, c'était un événement qui a connu une grande ampleur tout récemment. Oui, comme on a déjà dit, le CAP aussi accompagne les étudiants même après leur soutenance. Et on a récemment organisé un salon de recrutement qui s'appelle Recrutech, dans lequel on a organisé plusieurs entreprises pour les étudiants afin de bénéficier. Voilà, de créer des passerelles entre les étudiants et les recruteurs. Prendre des stages, pourquoi pas des offres d'emploi. Et alhamdoulilah, on a bien géré, plusieurs étudiants ont bénéficié de ça. Aujourd'hui, on parlera davantage du côté culturel cette fois-ci, parce que vous lancez un concours qui s'appellera très prochainement donc Cap Talent. Cap Talent, oui, c'est ça, dans un aspect artistique et culturel. Donc, et qui a connu, donc, si vous voulez, la première phase de préparation aujourd'hui même.
Oui, on a récemment lancé, juste hier, on a lancé l'appel à la candidature pour les jeunes étudiants pour inscrire et faire le remplissage de formulaire qu'on a posté hier sur notre réseau social. Cap.mp sur Instagram et la page Facebook Cap. D'accord. Voilà, donc d'ici jusqu'à le 8 décembre, c'est une phase pour le remplissage des formulaires pour les jeunes étudiants qui vont exposer leur talent face au public, Inch'Allah, le janvier, Inch'Allah. Dans une salle, une plus grande salle, Inch'Allah, peut-être va être Ibn Khaldoun à Maqam Alger, au cœur oui, Ibn Zaydoun là-bas. Ibn Zaydoun, oui. Ibn Zaydoun, donc Ibn Khaldoun, c'est au cœur d'Alger, donc Ibn Zaydoun dans le centre des arts, donc l'office Riyad el-Fath. Donc voilà, cette première phase étant lancée, donc est-ce que si vous avez un grand nombre de participants, est-ce qu'ils vont tous être regroupés dans la salle ou est-ce qu'il y a une présélection? Donc cet événement est divisé dans deux phases. Dans la première phase, on va juste présélectionner les candidats et puis on va les mettre devant des jurys pour le présélectionnement. Oui. Et après le 8 décembre, on va les mettre, Inch'Allah, face au public. Et puis, ils vont entrer dans une compétition afin de présélectionner un seul gagnant, Inch'Allah. D'accord. C'est peut-être comme le concept de Arab's Got Talent et Britain's Got Talent. D'accord, d'accord. C'est-à-dire révéler les talents cachés. Voilà, les mettre en lumière. C'est la jeunesse et les mettre en lumière et avoir un bel événement comme ça, haut en couleur. Au terme de cette préparation. Donc ça va être beau et grandiose, j'imagine. Donc quels sont les talents ciblés? Cet événement vise plusieurs talents, que ce soit des musiciens, des footballeurs freestylers, des magiciens, des danseurs, et donc c'est divers talents. Très bien, donc qu'on soit danseur, chanteur, ou peut-être avoir un autre talent dans la vie. Bien sûr. Mais c'est vrai, des fois ils sont surprenants. On les voit sur la toile quand ils participent à d'autres compétitions du genre à travers le monde. C'est des fois étonnant. Et c'est vrai que les Algériens n'ont pas fini de nous étonner. Bien évidemment. D'accord. Est-ce que vous avez un talent caché? Dites-moi, Ryan. Je pense pas. Non? Peut-être je vais le découvrir après. Hein. Ah d'accord, c'est le moment d'y travailler. Inch'Allah, c'est le moment d'y travailler. En tout cas, j'imagine que de toute façon, quand il y a concours, vous êtes exclu du concours quand vous êtes organisateur. Ah donc, bien sûr, je fais partie voilà, de l'équipe prenez le temps cet été d'y réfléchir en tout cas. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Donc Cap Talent, est-ce que la date justement de la finale est connue déjà ou est-ce que vous attendez d'abord d'évoluer dans les présélections? On est dans la route, Inch'Allah. Peut-être il va être organisé dans la première semaine de janvier. Inch'Allah, c'est la phase finale de l'événement. D'accord. Ben, on vous souhaite bon vent pour tout ça. Inch'Allah. On vous souhaite bon vent pour Cap Talent, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc c'est un concours qui est destiné à mettre en avant les talents de nos étudiants, qui est lancé aussi par l'école polytechnique d'Alger, donc à travers son club scientifique CAP. Donc on rappelle juste l'adresse pour finir. Pour vous contacter, c'est sur quel... Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, cap.mp sur Instagram et notre page Facebook CAP, c'est AP, c'est ça. En tout cas, merci infiniment, Riyad Ben Khalou. Ryan Ben Khalou, c'est ça. Ryan, ouais, je dis Riyad, je pensais à mon confrère de la sportive qui n'a pas pu être là ce matin. Donc, merci infiniment. Merci madame, merci également. Et donc, merci pour on remercie aussi ceux qui sont avec nous. Et pour cette dernière ligne droite de l'émission, nous aurons l'occasion de retrouver pour Safety Road Hasna Zobiri dans un instant. Avant cela, nous allons découvrir ce reportage, ou plutôt portrait signé Lamia Boudbouda, qui met en relief tout le talent de Mounir Bedikous. À la galerie Aïcha Haddad, il règne comme un petit air de Picasso dans les œuvres de l'artiste Mounir Bedikous. On pourrait aussi le nommer l'artisan de la couleur, car son univers est très coloré. Son art se balance entre le figuratif, semi-figuratif et l'enluminure. Intitulée La vie, cette exposition nous présente d'abord les différentes toiles de l'artiste, où il aborde différentes questions comme l'espoir, la paix et la vie.
Mais moi j'aime beaucoup les couleurs, toutes les couleurs. J'aime le jaune, le soleil, le rouge, le vert, mais moi j'aime pas le gris et pas trop de noir. Et jaune citron, je n'aime pas. Plus clair jaune, j'aime pas. Et l'autre, toutes les couleurs, ça me plaît. D'autres tableaux sont ponctués de signes berbères. D'autres œuvres nous traduisent son amour pour Alger la Blanche, la Casbah, son architecture et ses ruelles. Mais moi, je suis d'origine algérienne. Je suis algérien et j'aime bien Sarsoada, la Casbah, j'adore, parce qu'en Algérie, c'est un beau pays. Très beau pays. La Casbah, ça me plaît. Aussi Sarsoada, Kétani, un peu du tout, même partout. Moi, ça me plaît en Algérie. Dans le registre de l'enluminure, l'artiste exprime son art et sa parfaite maîtrise du trait et du dessin sur des maillettes, miroirs, plateaux ou bien des coffres qui nous rappellent Sendouk l'Aroussa d'antan. Le plus important, il demande beaucoup le coffre de la Casbah. Oui, le coffre et la menda et les miroirs, ils demandent beaucoup. Les femmes, ils demandent. Voilà, c'était l'artiste Benikous, donc mis en relief grâce à ce portrait donc qui montre tout son talent. C'est un portrait signé Lamia Boudbouda ce matin. Et puis, bon, une autre collègue vient de s'installer. Il s'agit de Hasna Zouberi, qu'on a plaisir à retrouver chaque lundi pour Safety Road, une rubrique consacrée à la sécurité routière essentiellement. Bonjour Hasna. Bonjour Ladia. Ça va? Et vous? En forme ce matin? Alhamdulillah. Vous étiez, comment dire, en déplacement la semaine dernière. Vous avez été dans différents points. Exactement. Donc, pour révéler toutes les anomalies en termes de d'insécurité routière. Absolument. Malheureusement. Oui. Alors pour aujourd'hui, Ladia, on va aborder un sujet qu'on voit et qu'on constate tous les jours quand on prend la route. C'est l'état des routes. Parfois, dans certaines régions, l'état des routes mène à beaucoup d'accidents de la circulation, ce qui provoque bien sûr un lourd bilan de morts et blessés. Aujourd'hui, on a un reportage qui a été réalisé au niveau de la wilaya de Boussaada, dans la wilaya de Msila donc, et la commune de Boussaada, où beaucoup de chantiers sont menés par la DTP de la wilaya pour justement pallier à ces accidents, notamment les points noirs, et essayer de corriger ce qu'il y a à corriger. Très bien, très bien. Donc on va découvrir ce reportage. Bien sûr. Vous commenterez certainement à la fin. La wilaya de Msila est en tête du classement des accidents de la route ces dernières années. Une ville qui contient de nombreux points noirs, causant ainsi des accidents mortels. Conscients de cette réalité, les autorités locales œuvrent à éradiquer ces points noirs. De nombreux projets sont menés par la direction des travaux publics pour les dédoublements des voies les plus fréquentées. Une des priorités de la DTP de la wilaya de Msila, le dédoublement de la route nationale 46 dans sa section El-Hem El-Boussaada sur un linéaire de 11 km. Deuxième section qu'on a visitée, c'est entre le CW4, c'est-à-dire la route qui vient vers le Ma'adar, et la RN8 sur pratiquement 7 km. Les travaux sont en cours. On estime qu'on est à 70 à 80% pour le lot route, pour le lot ouvrage d'art, après avoir la réévaluation de l'opération. Pour le lot ouvrage d'art sur Oued Boussaada, donc on a fait l'attribution des marchés et une fois le marché sera approuvé par le comité de marché de la wilaya, l'entreprise va commencer les travaux. On estime que prévisionnellement, Inch'Allah, on va livrer le projet le mois de février, Inch'Allah. Il faut savoir que la RN46 est marquée par une circulation quotidienne intense, estimée à 18 000 véhicules jour de tout type. Une fois achevé, ce tronçon appelé la route du poids lourd diminue à coup sûr le nombre des accidents enregistrés. هذه الطريق فيها 20 كيلومتر راح تراكورسي تولي 12 كيلومتر
صافي راح نربحوا 8 كيلومتر وهي تكلاسي بعد لوطوروت. كاين لنا 8 ولا 1 راه بريسك كيف نفس الترافيك تاع البورسونتاج بوالور وليجي. كانت هي تشهد حوادث مرور أليمة وكانت مجازر ديجا حتى مجزرة تاع 17 انا حضرت لهم تاع 17 شخص وتاع العافيات ربي يرحمهم. هذا راح ينقص من حوادث المرور ان شاء الله تلحق لزيرو. تربح الوقت هيك وما من تنقص الحوادث وخلاص. طريق منا هذه تولي خير من على بوسعاده، من على بوسعاده تدخل لافيل وكذا فيها الدودانات والديفياسيون، تولي هذه الديفياسيون تساعدنا خير باسكو هذه منا تعطل فيها ديجا منا باش تخرج للديس ومنا تعاود ترجع هاك تضيع منا قريب ساعه، ترجع لك هذه اللي منا خير وناقصه كيلومتراج. L'autre grand chantier dans la wilaya de Msila est le dédoublement de la route reliant Msila à la localité de Sultana dans la wilaya de Borj-Borerij. Le dédoublement de la RN60 sur une distance de 38 km visera également à faire baisser le nombre de morts sur ce tronçon routier. L'évitement elle est de 10 km, donc il a connu un arrêt pendant surtout la période du Covid. Maintenant, on a repris les travaux après la réévaluation de l'opération. Cet évitement, il va désengorger totalement la ville de Hammam al-Dal'a qui est empruntée par tout le trafic entre Msila et l'autoroute Est-Ouest au niveau de Mnihir. À l'entrée de la ville de Boussaada, les travaux avancent à grands pas pour cette trémie qui est sans doute une solution pour les embouteillages. Le projet il est attribué à l'entreprise Zero West. Les travaux sont en cours. On est à pratiquement 50%. Donc il ne reste que de déplacer une partie des conduites des conduites d'assainissement et d'AOP. Et on va continuer les travaux et on va travailler jour et nuit pour livrer le projet dans les meilleurs délais. Une fois tous ces projets achevés et réceptionnés, le bilan des accidents de la circulation dans la wilaya de Msila sera probablement revu à la baisse, espèrent les automobilistes. Voilà, donc c'est bien cette petite virée, ça nous a permis de voir un petit peu l'évolution de tous ces travaux qui sont destinés à protéger les usagers de la route. Oui, Radia. Alors, au niveau de Boussaada, on avait visité deux grandes, des routes assez fréquentées. Donc, à savoir la route qui mène de Msila vers Boussaada et de Msila vers El Borj. Donc, c'est des points noirs au niveau de la wilaya de Msila. On a vu que les travaux avancent bien. C'est des travaux qui visent justement à diminuer un peu la circulation routière, mais aussi à diminuer un peu le lourd bilan des accidents de la route. C'est vrai qu'on incrimine beaucoup les conducteurs, les usagers de la route, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que parfois ça... On l'a toujours dit, Radia, depuis le début de cette saison, que 93% des accidents de la circulation sont causés par le facteur humain. Donc c'est le facteur humain qui cause 93% des accidents de la circulation, sauf qu'il reste quand même 6%, et les 6% sont partagés par l'implication des piétons qu'on avait abordé il y a 2-3 semaines, et aussi l'état des routes qui est à l'origine de pratiquement 2% des accidents de la route. On dit 2%, ça nous paraît insignifiant, mais quand même si on trouve, si vous vous rappelez du grand trou qu'on avait au niveau de Ben Aknoun, qui avait causé un carambolage énorme au niveau de la capitale. Ça a bloqué l'engloutissement de 4 véhicules. Exactement. Donc voilà, donc l'état des routes reste quand même si c'est 2% à l'origine de 2% des accidents de la circulation, ça reste quand même un facteur assez important. Il faut savoir, Radia, que depuis le premier semestre 2023, on avait enregistré plus de 45% des accidents de la circulation, donc une hausse de 45%, ce qui est énorme, plus de 1200 morts.
et reste à venir. Donc, il y a du travail encore à accomplir dans ce sens. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de campagnes de sensibilisation, surtout à la veille du début de la saison hivernale. On a vu on a vécu les premières pluies de la saison. Donc il faut faire très attention, conduire prudemment. Éviter justement de faire de la vitesse, notamment les premières heures de la matinée, le verglas dans certaines régions, notamment à l'est du pays, Bouyala, Borj, Sétif, Betna. Tout à l'heure, on a montré Tikijda à l'image, donc à travers un reportage. C'est vrai que c'est une destination touristique par excellence, donc en saison hivernale, pour les neiges éternelles qu'on retrouve sur le Djurdjura et qui sont malheureusement chez nous à Radia, on n'a pas ce civisme de changer de roue à la veille, de l'hiver. C'est les mêmes roues avec lesquelles on roule l'été, on roule avec C'est vrai que notre hiver n'est pas l'hiver de l'Europe ou dans certaines régions, dans certains pays. Mais il faut savoir qu'il faut vérifier la voiture, parce que l'état de la voiture aussi, il a un rôle à jouer dans les accidents. Voilà, absolument, c'est vrai que... moi, je n'aime pas aussi un aspect dans nos routes, ce sont tous ces dodanes. Certains sont à leur place, mais j'ai l'impression qu'il y a abus. Anarchique. Oui, il y a un choix, comme vous dites, assez aléatoire ou anarchique, dans le placement de ces on va consacrer une rubrique, Inch'Allah, on va aborder ce je vous conseillerais une route, ça m'a choquée parce que c'est du côté de Bouhinen, donc en allant vers Bouhinen, moi j'étais subjuguée par le paysage, c'était la première fois que je découvrais, puis à un moment donné, choc. Un dodane en pleine autoroute. Ça, c'est à voir. On va le filmer à la dia, c'est bon. Franchement, voilà, vous avez donné les tuyaux. Je vous ai donné un petit tuyau, en tout cas. J'espère que vous saurez l'exploiter. Inch'Allah, on y sera, Inch'Allah, pour le filmer. Et on va aborder, on va faire une émission spéciale sur ces dodanes qui sont placés anarchiquement. Il faut savoir qu'ils sont placés surtout à proximité des écoles primaires, suite à des abus de certains automobilistes qui usent justement de la vitesse. Ils utilisent la vitesse à proximité des écoles privées, publiques plutôt. Oui, dans certaines agglomérations voilà, aussi. Donc il faut faire très attention à proximité, notamment des établissements scolaires. Oui, absolument, mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut... Moi aussi, je demanderais qu'il y ait plus de coordination entre les différents secteurs, c'est-à-dire qu'il y a le secteur qui prend en charge nos routes, et donc il y a aussi toutes ces APC qui doivent aussi équiper les nouvelles cités, etc., qui creusent après une réalisation de route, on creuse de nouveau, mais on ne termine pas le travail jusqu'au bout. Je sais. Ça aussi, c'est à déplorer. C'est vrai qu'il y a ce manque de coordination. On laisse les crevasses en l'état, on laisse les sillons qu'on creuse en l'état, et ça reste... longtemps avant que ce ne soit comblé correctement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à la DIA. Absolument, merci d'attirer l'attention des pouvoirs publics par rapport à ça. C'est-à-dire finition de nos routes, de travaux qui ont débuté il y a quelques mois, et on les laisse pendant plusieurs semaines. Et s'il y a de la pluie, ça va encore s'empirer. Voilà. Absolument, la pluie arrive. Ça y est, elle arrive. L'hiver s'annonce tout doucement, la fraîcheur est là, et bientôt les pluies, bientôt, comme vous disiez, la neige et le verglas, etc. Le verglas, ça a commencé. D'ailleurs, il y a un collègue qui vient d'arriver de Sétif, il m'a dit il faisait très froid, il y avait du verglas ce matin sur la route de Sétif. Donc, prudence sur les routes en ce début d'hiver, à la dire. Très bien, donc le dernier mot vous revient, Hasna. Écoutez, on est en début de cet hiver, comme on dit, il s'annonce doucement à la dia, comme vous l'aviez si bien dit, donc il faut faire très attention, éviter d'abuser du champignon, faire très attention, notamment les petits matins, la nuit aussi, manque d'éclairage dans certaines routes, donc conduire, il faut être très prudent. Merci, merci infiniment pour cette intervention, Hasna. Donc, rendez-vous est pris la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, en fin d'émission aujourd'hui, nous tenions
en tant qu'équipe de Bonjour d'Algérie, à présenter nos sincères condoléances à nos confrères de la radio algérienne. Donc la radio algérienne qui est endeuillée depuis hier avec la disparition très discrète de notre cher collègue Boukercha, qui était journaliste sportif, très connu, très aimé par tous. Donc il n'y a pas que la famille de la radio qui sera endeuillée. Il a fait un passage par la télévision également et donc il a animé plusieurs émissions de radio. Il a été reporter, mais aussi un commentateur sportif hors pair. On a été du côté de Sétif, Annaba Constantine et on revient à Mouzaïa pour ce tour international avec la 22e étape du tour le plus long au monde. Le Tour de France fait 21 étapes, nous en fait 22. On a un petit peu innové. Voilà. Cette voix qui résonnait fort dans nos stades, c'était aussi un expert du cyclisme, vous venez de le voir, il a couvert plusieurs fois le Tour d'Algérie de cyclisme. Jamal Boukercha nous a quittés hier à l'âge de 67 ans et il sera inhumé aujourd'hui dans le cimetière de Aix-Clos-Salambier, c'est-à-dire El Medaniya. En l'occurrence, c'est après Salat al-Dohr qu'aura lieu son oraison funèbre et aussi son enterrement. On salue bien bas voilà, cet homme qui nous quitte discrètement, ce collègue qu'on a beaucoup aimé. Rappelez-vous de ce bonjour, bonjour, bonjour qu'on écoutait à travers les ondes et qui a marqué les esprits de 3 générations d'auditeurs de la radio algérienne. Jamal Boukercha s'en est allé, Allah yarhamou yussa alayh, Rabbi sabr ahlou, notamment sa fille qui est notre confrère à Radio Chaîne 3. Et nous présentons bien sûr nos condoléances à tous nos collègues et amis de la Chaîne 3 qui sont très affectés par cette disparition. Allah yarhamou yussa alayh, on ne le dira jamais assez, pour Jamal Boukercha qui était un reporter et journaliste hors pair. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec la suite de nos programmes et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Quant à demain, vous aurez l'occasion de retrouver la station de Constantine, qui est notre animateur phare dans cette station, Smaïl Belkaidia, pour le meilleur de l'actualité en matinée. Puis juste après, le lendemain, vous aurez le droit à Oran, qui est l'actualité oranaise et aussi les environs de l'Oranie, avec notre ami Iman Mahrougarras. Et puis, bien sûr, Mariam Moussaïd prendra le relais jeudi. À très bientôt, mesdames, messieurs. Passez d'excellents moments. Merci. Au revoir. والعاشق المحروم حتما لا يلام